Aujourd'hui, nous allons plonger dans les 9 premiers jours du procès de Sean Combs, alias P, Diddy, producteur légendaire devenu symbole d'un empire controversé, et désormais accusé d'avoir construit sa fortune sur l'abus, la manipulation et la peur. Le 14 mai, 3e jour du procès, la salle est pleine, l'ambiance est électrique. Cassie Ventura, enceinte de 8 mois et demi, reprend la parole. Elle parle d'une conversation de clôture qu'elle aurait eue avec Diddy en 2018, un rendez-vous soi-disant pour tourner la page, mais selon son témoignage, cette rencontre s'est transformée en agression brutale. Dans un silence pesant, elle affirme que Diddy l'a frappée ce soir-là. Les preuves s'accumulent. On revient sur l'incident filmé dans un hôtel, le vase brisé lancé au visage de Cassie. Les avocats de la défense prennent frénétiquement des notes, une riposte s'organise. Le lendemain, 15 mai, Cassie révèle avoir tenté de se suicider à 2 reprises. Elle évoque un harcèlement constant, des menaces contre son entourage et des crises de violence extrême. Selon elle, Diddy aurait même menacé de faire exploser la voiture de son compagnon de l'époque, l'artiste Kid Cudi. Si vous avez regardé jusqu'ici, nous vous invitons à nous dire depuis quelle ville regardez-vous cette vidéo. On continue, 15 mai. Jour 4. Les avocats de Diddy attaquent. Ils lisent des SMS intimes datant de 2009, période où la relation entre Diddy et Cassie débute des messages explicites. Un échange où Cassie répond favorablement aux avances sexuelles de Diddy. L'objectif est clair, faire passer la relation pour consentie, minimiser les accusations, douter de la crédibilité de Cassie, glisser l'idée que le monstre, ce n'est peu, être pas lui. Ils vont plus loin. Ils l'accusent de manipulation, d'avoir quitté Ryan Leslie, autre producteur célèbre, pour Diddy, puis Diddy pour Kid Cudi. La défense trace un schéma. Une femme qui fréquente des hommes puissants pour sa carrière. Il plante une graine dans l'esprit du jury. Une narration qui détourne la focale, qui remplace la victime par la stratège. Mais tout cela, Cassie l'assume. Elle dit n'avoir jamais caché ses choix. Elle explique ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a enduré. Et les preuves, photos de bleu, enregistrements, vidéos, continuent d'affluer. Des traces concrètes de douleur invisibles. 19 mai. Jour 5. 2 anciens assistants de Diddy montent à la barre, David James et George Kaplan. Leurs récits vont secouer le tribunal. Ils brisent un silence de plusieurs années. Ils décrivent l'envers du décor, là où se construit la peur et le spectacle à huis clos. George parle d'un système parfaitement huilé. Des soirées organisées dans les hôtels. Des équipes chargées d'amener les accessoires sexuels, les substances, les huiles, les bougies, tout payé en liquide, aucun reçu, aucun nom. L'anonymat comme stratégie, l'organisation comme camouflage. Il décrit un épisode glaçant dans un jet privé, Cassie au sol, Diddy au-dessus, tenant un verre brisé, du sang, des cris. Personne ne bouge, ni les assistants, ni les gardes du corps, ni les membres de l'équipage. Le silence comme loi tacite, le pouvoir comme mot d'ordre. Il explique pourquoi il s'est tué pendant des années. À 23 ans, il voulait réussir, travailler pour une légende. Il avait peur, et cette peur, Diddy l'a cultivée. Chaque silence était récompensé, chaque désobéissance punie. Un autre assistant témoigne anonymement, il raconte comment Diddy l'a poussé à un acte sexuel devant lui pour tester sa loyauté. Il dit « Je l'ai fait quelques secondes. Dès que j'ai senti qu'il ne regardait plus, j'ai remonté mon pantalon et je suis parti. » Le pouvoir absolu pousse à l'humiliation absolue. 20 mai, jour 6, Dawn Richard, ancienne membre du groupe Danity Kane, témoigne. Elle parle d'un soir de 2009, studio d'enregistrement. Diddy frappe Cassie avec une poêle. Elle la voit tomber. Elle la voit pleurer. Elle voit les bleus. Elle voit le contraste entre la violence de Diddy et la douceur de Cassie. Elle voit aussi les regards détournés, le silence comme seule réponse. Le lendemain, Diddy lui offre des fleurs. Mais en même temps, il murmure « Ne dis rien, d'où je viens, les gens disparaissent. » Une menace, claire, nette, mafieuse. Une phrase qui glace, qui détruit toute volonté de résistance. Elle dit qu'elle a gardé le silence par peur. Mais le jour où Cassie a porté plainte, elle a décidé de parler, elle aussi. La parole comme libération collective. 21 mai. Jour 7. Regina Ventura, mère de Cassie. Femme discrète, en retrait du monde du show business, mais pilier moral de sa famille. Elle est ni star, ni employée, ni victime directe. Elle est une mère. Et ce jour-là, sa parole va bouleverser la salle. Elle entre dans la pièce avec dignité.
Son visage est fermé, tendu, mais son regard ne fléchit pas. On sent dans sa posture la volonté de dire la vérité, de briser l'omerta, même si cela signifie revivre des souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. Décembre 2011, Didi découvre la relation entre Cassie et Kid Cudi. Regina se souvient avec précision. Elle raconte comment, quelques jours avant Noël, elle reçoit un email glaçant. Didi menace de publier 2 vidéos intimes de sa fille si celle-ci ne met pas fin immédiatement à sa nouvelle relation. Il exige 20 $, et il met Regina en copie. Elle lit les mots, elle relit les menaces. Et elle comprend immédiatement qu'il s'agit d'un avertissement, pas seulement à sa fille, mais à toute leur famille. Elle dit avoir ressenti une peur viscérale, non pas seulement pour la réputation de sa fille, mais pour son intégrité physique. Dans le mail, Didi écrit qu'il se vengera, mais qu'il n'aura pas besoin de se salir les mains. Des mots choisis, une menace froide, déguisée en diplomatie, une stratégie mafieuse. Alors, elle fait ce que toute mère aurait fait à sa place. Elle hypothèque sa maison, elle réunit les elle les envoie. Elle se souvient avoir pleuré en signant les papiers du prêt. Pas pour l'argent, mais pour ce que ce geste symbolisait. Céder à un chantage pour éviter le pire. Une abdication temporaire face à un pouvoir qu'elle savait immense. Elle poursuit, elle évoque l'anniversaire de Cassie. En 2018, elle a fait le trajet depuis le Connecticut pour passer la journée avec sa fille, mais en arrivant, elle découvre que Cassie n'a plus de téléphone. Didi le lui a confisqué, encore une fois, pour contrôler, pour isoler, pour couper les ponts avec sa famille. Regina explose. Elle attend devant l'immeuble. Quand Didi descend, elle le confronte. Les mots sont durs. Les gestes menacent de dépasser la parole. Elle le traite de monstre, de manipulateur. Il ne bronche pas. Il garde ce calme glaçant, celui des hommes qui savent qu'ils sont intouchables. Il rend le téléphone et s'en va comme si de rien n'était. Ce moment-là, Regina dit qu'elle ne l'oubliera jamais. Car dans ce regard, dans cette absence totale d'émotion, elle a vu le vrai visage de Sean Combs, pas l'artiste, pas l'homme d'affaires, mais le prédateur. Ce qui choque le plus ce jour-là, c'est pas seulement son témoignage, c'est la réaction de la défense. Ou plutôt, son absence. Aucun avocat ne se lève, aucun contre-interrogatoire. Pas une question, pas un mot. Un silence glacial, un silence stratégique. Le silence de ceux qui savent que toute tentative de discrédit serait perçue comme une attaque contre une mère protectrice. Et que cette mère, ce jour-là, était inattaquable. Un silence qui en dit long et qui, pour une fois, n'est pas celui du pouvoir, mais celui du recul, de la prudence, du respect, peut être, du vertige, sûrement. 22 mai, jour 8. George y plonge dans l'univers parallèle, construit autour du producteur, un monde où tout est orchestré, contrôlé, dissimulé. George décrit avec précision les achats réguliers de drogue effectués à la demande de son patron. Il explique qu'il recevait des enveloppes remplies de billets, sans indication, juste une injonction claire, aller chercher ce qu'il fallait. Il mentionne des contacts disséminés dans plusieurs grandes villes, New York, Miami, Los Angeles, parfois même Atlanta. Chacun avait un rôle bien défini. Chacun connaissait ses limites. Personne ne posait de questions. C'était une logistique de l'ombre, parfaitement huilée. À chaque livraison, il y avait un code, un mot, un geste, un regard. Et si jamais le moindre doute s'installait, on changeait de canal. Il détaille également le rôle des hôtels. Ces lieux devenaient des théâtres temporaires de démesure. On réservait plusieurs suites. L'une servait pour les rendez-vous publics, l'autre pour les soirées privées, et la troisième pour les nettoyages. George raconte que tout était pensé pour ne laisser aucune trace. Même les femmes invitées devaient parfois signer des formulaires de confidentialité, parfois sans comprendre leur contenu exact. Il parle d'huile de massage, d'ustensiles en tout genre, de substances en poudre, de pilules non identifiées. Tout était commandé en masse et toujours payé en cash. Il se souvient d'un épisode en particulier, révélateur de la tension permanente. Il avait rapporté 2 bouteilles d'eau différentes, pensant bien faire, mais en les versant dans la même carafe, il déclenche une tempête. Didi explose. Il hurle. Il le traite d'incompétent. Pour une eau minérale, c'était pas la carafe, c'était le symbole. Pour Didi, tout devait être à sa manière. Chaque détail, chaque centimètre. Une obsession du contrôle. Une paranoïa déguisée en exigence. Puis, un agent fédéral est appelé à la barre. Il fait partie de l'équipe qui a mené les perquisitions dans plusieurs propriétés de Didi en Californie et en Floride. Ce qu'il décrit fait froid dans le dos, des pièces entières
transformée en salle privée, tapissée, insonorisée, des tiroirs, plein de substances en tout genre, des coffres contenant des armes et des valises étiquetées contenant des objets sexuels, soigneusement rangés et classifiés. Le mot qu'il utilise est « infrastructure ». Une infrastructure du plaisir, du pouvoir, de l'intimidation. Il ajoute que tout cela était enregistré dans des documents internes. Des feuilles volantes, des carnets, des listes tenues par des assistants, parfois même des fichiers informatiques codés. Rien n'était laissé au hasard. C'était pas un excès. C'était une organisation. Une mécanique clandestine, structurée, stable, une entreprise parallèle bâtie sur l'abus et le silence. À mesure que les révélations s'enchaînent, le visage de Didier reste impassible. Il écoute, il prend des notes, il observe les jurés, comme s'il anticipait chaque réaction, comme s'il jouait encore, malgré tout, le rôle de metteur en scène. Mais dans la salle, l'ambiance a changé, l'admiration s'efface, elle laisse place au malaise, à la prise de conscience. Peut être que ce procès n'est pas celui d'un homme, mais celui d'un système, d'un monde où tout s'achète. Même le silence. 23 mai, jour 9 du procès, un jour que beaucoup attendaient, celui où un artiste respecté, indépendant, souvent discret, entre dans l'arène judiciaire. Kid Cudi, il n'arrive pas avec les codes habituels des témoins, pas de costume, une veste en cuir sombre, un gant usé, une cigarette entre les doigts. Il marche lentement, calmement, mais son regard ne laisse place à aucun doute. Il est là pour dire ce qu'il a vécu. Pour poser sa vérité, il incarne une voix extérieure au cercle de la peur, une voix qui n'a pas été brisée. Les journalistes, les jurés, même les avocats l'observent avec une intensité particulière, car son nom, sa réputation et sa manière de parler tranchent avec tout ce qui a été entendu jusqu'à présent. Il commence, il raconte le 11 décembre 2011, Cassie l'appelle, panique au téléphone, une voix tremblante, elle est bouleversée, il ne pose pas de questions, il prend sa voiture et la rejoint. Lorsqu'il la retrouve, elle est pâle, les yeux écarquillés, incapable de formuler une phrase complète. Il l'emmène chez lui, il tente de la rassurer, il pense qu'elle a fui une dispute. Il ne comprend pas encore l'ampleur de ce qu'elle traverse. Le lendemain, il sort faire quelques courses. À son retour, il découvre sa maison saccagée. Les caméras de sécurité ont été détournées, les angles de vue ne montrent rien. Les cadeaux de Noël pour sa famille sont éventrés, déchirés. Son chien, d'ordinaire libre, est enfermé dans un placard, terrifié. Des tiroirs sont ouverts, des objets déplacés. Il n'y a pas eu vol, il n'y a pas eu effraction au sens classique, mais un message, un avertissement. Il dit avoir compris ce jour-là que ce qu'il vivait n'était pas un hasard, que Cassie ne fuyait pas un simplex possessif. Elle échappait à un système. Un mois plus tard, il est réveillé par un appel de sa voisine. Sa Porsche, garée devant chez lui, est en feu. Les flammes dévorent la carrosserie, il descend en courant, le toit est éventré, l'intérieur noirci. Les vitres ont fondu, un enquêteur lui parle d'un cocktail Molotov. Il porte plainte, il ne s'attend pas à une justice immédiate. Mais il veut que cela soit noté, que cela figure quelque part, que la peur ne gagne pas toujours. Quelques semaines plus tard, il apprend que Didi est présent dans un club privé, fréquenté par les artistes. Il décide d'y aller, il veut une explication, il veut le regarder en face. Il raconte la scène. Didi est debout, les mains derrière le dos, observant la ville à travers une baie vitrée. Il se retourne lentement, presque théâtralement. Cudi lui demande « Et ma voiture ?» Didi sourit à peine. Il répond calmement « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Ils échangent encore quelques mots. Rien d'hostile. Mais tout est chargé. Il y a dans l'air une tension sourde, comme une négociation invisible entre deux mondes. Celui de la peur et celui qui refuse de s'y soumettre. Depuis cette rencontre, plus d'effractions, plus de menaces, plus de voitures incendiées. Cudi dit qu'il ne sait pas si c'était une coïncidence. Il ne croit pas vraiment au hasard, mais il n'a jamais oublié. Il conclut son témoignage avec sobriété. Il dit qu'il ne cherche ni vengeance ni lumière. Il veut juste que les choses soient dites, que les masques tombent, et que la vérité, même imparfaite, puisse respirer. Ce jour-là, dans la salle d'audience, personne ne parle pendant plusieurs minutes après son départ. Le témoignage de Kid Cudi a frappé fort. Il a apporté une vérité brute, vécue, personnelle. Une vérité racontée sans phare, sans volonté de sensationnalisme. Une vérité qui a mis à nu une partie de l'engrenage.
Mais ce témoignage, aussi puissant soit-il, n'est pas parfait. Et dans un procès aussi médiatisé, le moindre interstice devient une brèche dans laquelle la défense peut s'engouffrer. Et c'est ce qu'elle fait. Elle traque les zones grises, elle relève les contradictions, elle note que Cassie fréquentait Didi et Kit en parallèle. Elle sous-entend que c'est elle-même qui aurait donné l'adresse de Kit à Didi, le plaçant ainsi en danger, et surtout elle insiste sur un point capital. Cassie n'aurait jamais parlé d'agression à Kit. Pas une seule fois, selon lui. Aucune allusion explicite. Rien qui ne laisse présager les violences décrites par la suite. La défense ne s'arrête pas là. Elle mobilise toute une stratégie rhétorique, vieille comme le monde, inverser la charge. Elle dépeint Cassie comme une femme froide, lucide, stratège. Une femme qui se sert des hommes puissants pour gravir les échelons, qui manipule, qui joue sur plusieurs tableaux, qui dissimule une part d'elle-même pour mieux obtenir ce qu'elle veut. C'est l'archétype de la femme fatale, remis au goût du jour, adapté au code du show business moderne. L'objectif est clair, détourner l'attention du jury, déplacer la lumière du projecteur, faire de la victime un personnage trouble, s'aimer le doute, même léger, car dans un procès, le doute, même fragile, peut suffire. Mais cette version, aussi travaillée soit-elle, se heurte à une autre réalité. La multiplicité des témoignages, ils sont nombreux, divers, issus d'univers différents. Et pourtant, ils racontent tous une chose similaire, une structure de pouvoir, une emprise, une peur partagée. Certains sont des assistants, d'autres des amis, d'autres encore des proches éloignés. Tous décrivent un homme colérique, contrôlant, imprévisible, un homme capable d'actes de générosité éclatants, puis de violence soudaine, un homme qui veut tout dominer jusqu'à l'âme de ceux qui l'entourent. Le doute que tente d'installer la défense existe. Il circule, il plane dans la salle, mais il peine à s'ancrer, car face à lui, il y a trop de récits, trop de blessures, trop de silences brisés. Et une question revient, lancinante. Même si Cassie n'a pas tout dit à Kit Cudi, même si elle a dissimulé des choses, cela invalide-t-il pour autant ce qu'elle a vécu? Peut-on exiger d'une victime qu'elle expose toute sa douleur, dans le bon ordre, au bon moment, à la bonne personne? Peut-on juger une vérité à l'aune d'une narration linéaire? Quand le trauma lui-même est chaos, mémoire fracturée, survie, c'est cette tension que ce chapitre du procès met en lumière. Une image ébranlée, oui, mais pas effacée. Une image humaine imparfaite mais persistante. Une voix parmi d'autres qui, malgré les tentatives de disqualification, continue d'exister, de résonner et de faire vaciller l'empire qu'elle a décidé de dénoncer. Ce que révèle ce procès, au-delà des actes isolés, c'est un système complet, méthodique, presque institutionnalisé. Une mécanique de domination. Un empire construit non pas uniquement sur le talent ou l'ambition, mais sur le contrôle total. Contrôle des corps, contrôle des émotions, contrôle des carrières. Une culture du silence qui s'est enracinée profondément dans l'industrie, où tout le monde sait mais personne ne parle, où le silence devient la monnaie d'échange, la garantie de survie, par peur, par intérêt, par dépendance, par loyauté mal placée, et parfois, oui, par admiration. Ce système s'étendait bien au-delà des murs d'un studio ou des lumières d'un club. Il infusait les relations personnelles, les contrats signés, les amitiés supposées. Il redessinait les règles du pouvoir. Celui qui donne, contrôle. Celui qui protège, possède. Celui qui finance, enferme. Et face à cela, les victimes n'étaient pas seulement les femmes, mais aussi les hommes, les employés, les artistes, les proches, tous pris dans la toile. Didi, durant tout le procès, reste impassible. Derrière ses lunettes teintées, il observe. Il note. Il distribue des post-it à ses avocats. Il garde le contrôle de l'image, même assis sur le banc des accusés. Il semble encore diriger. Mais pour combien de temps? Ce procès ne révèle pas seulement une succession de fautes. Il montre que le pouvoir, lorsqu'il n'est pas interrogé, lorsqu'il est nourri par l'impunité et couvert par l'adulation, peut corrompre absolument. Même ceux qui, un jour, ont commencé avec l'intention sincère de créer, d'innover, d'inspirer. Ce procès montre que les idoles peuvent être des bourreaux, que derrière les murs dorés se cachent parfois des abîmes de solitude, de domination, de peur. Et la justice, dans tout cela, est-elle prête à aller jusqu'au bout, à affronter un symbole, une figure majeure de la culture populaire, ou s'arrêtera-t-elle au seuil de l'empire, terrassée par sa propre peur, ou par la pression sociale, politique, financière?
Car ce n'est pas simplement Didi qui est jugé, c'est un mode de fonctionnement, une époque, une complaisance collective. Et au fond, ce que ce procès interroge, c'est notre capacité à voir, à entendre, à croire, à faire passer la vérité avant le mythe. La suite, au prochain jour d'audience. Mais quoi qu'il arrive, rien ne sera plus comme avant.